Loin de l'Iran, elle se mobilise pour faire entendre les voix de la révolte. C'est notre grand angle. Loin de l'Iran, près de nos sœurs, c'est le titre du podcast d'Anaïd Djalali et Juliette Piron-Roel avec la voix de Marjane Satrapi. Vous allez certainement reconnaître le graphisme donc de Marjane Satrapi. Anaïd Djalali, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez rencontré beaucoup de personnes pour ce podcast en Iran et en France, et notamment Daria Javaeri Farsi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous connaissez très bien, vous êtes la présidente de l'association Neda d'Iran, une association qui s'est formée après le mouvement de révolte qui a suivi la mort de Mahsa Amini en Iran. Alors Anaïd, votre podcast a été enregistré, je le disais, donc entre l'Iran et la France, entre le printemps 2022 et mars 2023. Il est diffusé depuis hier gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute. Alors c'est une production Studio Fact. C'est très émouvant. Vous parlez de ce combat, mais aussi de vous, de votre famille. On entend notamment votre père réfugié poétique, j'aime beaucoup ce terme, qui est donc en France. Alors vous avez une très belle formule. Au départ, notre projet, ce n'était pas du tout politique, mais il y a des endroits dans le monde où tu ne peux pas dire un mot sans que ce soit politique. C'est donc le cas de l'Iran. Oui, exactement. Au départ, nous, on était partis avec un micro, plus pour ramener des souvenirs de mon enregistrement, de ma rencontre, de mon voyage, de ma rencontre avec ma famille et avec mon pays. Parce que c'était la première fois que vous alliez en Iran. C'était la première fois que j'allais en Iran, justement, à cause de l'histoire de mes parents qui étaient réfugiés politiques. Et en fait, on est rentré, on a voulu écrire ce podcast personnel, des réflexions sur l'identité, sur l'exil. Et il y a eu donc l'assassinat de Mahsa Amini le 16 septembre. Et là, le monde a changé. Et donc le projet devait changer. Le podcast, les enregistrements qu'on avait étaient les voix d'un pays qui était sur le point de faire la révolution. Et c'était extrêmement précieux. Et on s'est senti cette responsabilité avec notamment la rareté dans ces enregistrements qu'on avait, parce que peu de gens y vont. On s'est senti la responsabilité de devoir mettre ça en avant pour faire comprendre ce qu'est que cette révolution. Alors derrière vous aussi, vous ne pouvez pas aller en Iran. Votre famille est quand même très connue parce que ce sont aussi des militants, des gens très, très engagés. Ce côté politique, aujourd'hui, l'Iran, si on parle de l'Iran, c'est politique forcément ? Oui, je pense que pour la plupart des gens, enfin comme l'a si bien dit Anaïd, je pense qu'il y a de fait dans une société où tout est restreint, tout devient politique. Moi, ma famille, c'est vrai que mon père est jamais rentré en Iran après avoir quitté l'Iran. Ma mère est cinéaste, mais en fait, on ne sait pas vraiment si on y allait, on serait arrêté ou quoi. Et c'est justement sur ce doute que se joue beaucoup de la répression qui se fait en Iran. On est des millions à être sortis de l'Iran, à n'être jamais rentrés par cette peur, justement parce qu'on ne sait pas. Et dans cette attente, en fait, et je pense Anaïd en parle très bien dans son podcast, de cette attente dans laquelle sont restés beaucoup d'Iraniens. Alors Anaïd, vous l'expliquez aussi, ça a changé le cours de ce podcast. On va tout de suite écouter un extrait avec une image très forte dont vous nous parlez. Puis il y a eu cette vidéo. Une foule en cercle qui danse autour du feu. Une jeune fille qui entre en tournant sur elle-même, un foulard à la main, et qui le jette dans les flammes. Il y avait cette femme en fait qui avait attaché son voile à un bâton, comme un pourparler, comme le voile, tu sais, comme en guerre, quand on veut dire qu'on veut cesser le feu, et ben on gigote un voile blanc en l'air. Comme un cessez-le-feu, en fait, elle avait ce petit voile blanc comme ça. Voilà, c'est le premier épisode. Aujourd'hui, on a beaucoup moins d'images. Est-ce que vous savez toutes les deux ce qui se passe en Iran ? Est-ce que le régime a réussi à étouffer cette révolte, pour vous, une révolution ? Non, pas du tout, parce que, comme le dit très bien Marjane Satrapi dans le podcast, la démocratie, c'est une culture. Et aujourd'hui, les gens, et notamment les jeunes, se battent pour ça, se battent pour la liberté. Et ils continuent de le faire dans leur esprit. Ce régime n'a plus aucune légitimité. Il suffit de laisser le temps et les gens faire les choses pour que ce soit effectif. Daria, est-ce que vous arrivez à avoir des informations sur ce qui se passe aujourd'hui en Iran ? Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'informations qui filtrent de l'Iran, et il y a même des opposants politiques en Iran qui rentrent eux-mêmes en contact avec la communauté internationale. Là, récemment, il y a 6 prisonnières politiques qui sont emprisonnées dans la prison d'Evin,
qui ont publié une lettre ouverte à la communauté internationale, parmi elles Narges Mohammadi et Peter Olian, qui sont respectivement militantes des droits humains, militantes des droits pour le droit syndical, qui rentrent elles-mêmes, en fait, qui se donnent elles-mêmes comme interlocutrices pour la communauté internationale, qui appellent la communauté internationale à être aux côtés des Iraniens, à agir aux côtés des Iraniens dans cette révolution, et notamment par rapport à la vague d'exécutions massives qu'il y a en ce moment depuis 20 jours. En fait, elles lancent un appel à la communauté internationale. Alors, c'est vrai que vous interviewez vous rencontrez beaucoup de réfugiés iraniens aussi des Iraniens, enfin des Français d'origine iranienne, et ils ont peur. Alors, ils ont peur de la police, ils le disent. Et ça, c'est un souvenir. Ou alors même des voitures de la RATP. Alors, la RATP, ce sont les bus en France. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés par la police en Iran. Là, en l'occurrence, vous parlez d'un jeune homme que j'interviewe qui a une histoire extrêmement difficile. Il a dû partir très rapidement parce qu'il a eu des problèmes. Son père a eu des problèmes avec le régime et ça a été très compliqué pour lui. Il a dû fuir. Il a dû traverser plusieurs pays. Et donc, effectivement, une fois qu'il arrive en France, c'est compliqué de vivre avec cette histoire qui reste en lui. Oui, il y a toujours cette peur qui est là. Alors, vous expliquez très bien cette notion d'exil. Il y a beaucoup notamment votre père en parle, mais pas seulement. Et cette révolution, elle a rassemblé les générations de la diaspora. Anaïd, on va vous écouter. C'est le tout début. Vous retrouvez votre père lors d'une manifestation à Paris. Paris, février 2023. Ça fait 6 mois que les cœurs de dizaines de millions d'Iraniens du monde entier battent au même rythme. Celui de la révolution. T'es content d'être là ? Oui, je suis content, mais surtout que, il y a un grand monde là. Oui, c'est réconfortant. Ça fait 6 mois qu'on se quitte plus en se disant au revoir, mais Beomi Derozadi, ce qui signifie en espérant la liberté. Voilà, et ce podcast, justement, est-ce qu'il le traduit ces retrouvailles, en fait ? Oui, et notamment ce qui traduit ces retrouvailles, je pense, c'est une grande figure de l'opposition qui s'appelle Too Much, qui est un rappeur, qui est un jeune homme qui est actuellement emprisonné, en isolement depuis des mois, qui subit des tortures qui sont absolument inconcevables, et que tout le monde aime, tout le monde soutient, toutes les générations. Un rappeur, effectivement. Oui. Le rap, la musique, les artistes sont extrêmement engagés. Oui, les artistes, les rappeurs notamment sont extrêmement engagés. Et je trouve qu'ils représentent très bien cette unité qu'on a derrière les personnes qui défendent nos droits. Et derrière, vous appelez, votre association, mais pas seulement, appelle à une grande manifestation ce dimanche pour ce rappeur, parce que sa famille est en France. Effectivement, la cousine, l'oncle de Too Much Saleh sont en France, également son avocat, puisque maintenant il a une représentation légale ici en France. Oui, il y aura une manifestation à 15h, place de la Bastille, avec de nombreuses autres associations, et c'est une manifestation nationale, donc elle aura également lieu dans beaucoup d'autres villes en France. Et la mobilisation, elle se poursuit en France, en Allemagne et ailleurs. Vous arrivez quand même à maintenir, parce que c'est vrai qu'on parle moins de l'Iran, parce qu'on a moins d'informations aussi. La mobilisation continue énormément, la diaspora est très active, mais la diaspora, c'est aussi le porte-voix de ce qui se passe en Iran. Donc en fait, on est le relais des mouvements à l'intérieur même du pays. Là, récemment, Aliza Orhundi, qui est un parlementaire suédois qui est en train de mener la campagne pour faire inscrire le corps des gardiens de la Révolution à la liste des entités terroristes européennes, continue toujours son combat au sein du Parlement européen, au sein du Parlement suédois. Il y a beaucoup de choses qui se font. Comme je l'ai dit, la lettre des prisonnières d'Evin qui a été communiquée, aujourd'hui elle est relayée par des parlementaires français. Il y a effectivement des actions qui se mènent et il faut en fait que nous on continue de parler et que la communauté internationale reste réceptive à notre message. Et d'où cette manifestation pour demander la libération de Too Much. Vous en parliez, effectivement, il chante cette révolte, cette révolution. On va écouter un extrait, donc Too Much, donc ce rappeur qui est aujourd'hui incarcéré en Iran. Alors il va arriver.
میدون جنگ اثر رنگی هستی بیا که بدون تو یه خون لنگ میدون جنگ بیا که وقت تاختن تو دل دشمن بدون ترس میدون جنگ دارا و ندار از هر قوم و تبار مثل فشنگ قطار میدون جنگ تیغه شمشیر عشق شهامت و سین کن و جنس سپر وفا بس اتحاد مرگ اختلاف افتخار تکه کنم به هموطن به شک تکه گاهش شروع خروش و طغیان مردم چشم ساره فصل سمسودایی وسط باز و On a besoin d'une petite traduction. Donc là, il parle vraiment de ce qui se passe en Iran, de la révolte, de tous ces Iraniens et Iraniennes qui veulent la liberté. Tout à fait. Too c'est quelqu'un qui a énormément soutenu les manifestations, les manifestants, les manifestantes, non seulement dans ses morceaux, mais aussi dans des vidéos qu'il a faites. Il a pris la parole, il a pris position de manière extrêmement forte et il a beaucoup fédéré. Et vous, Anaït, quand vous êtes partie en Iran, vous avez découvert aussi parce que vous écrivez de la musique, enfin des textes, notamment pour des rappeurs, et vous avez découvert que finalement il y avait une grande communauté artistique et rap. Évidemment, en fait, j'ai été étonnée et j'ai été surprise moi-même d'avoir été étonnée parce que, en fait, quand les choses aussi élémentaires comme la création, l'expression sont interdites, évidemment que les gens trouvent des façons de le faire. Oui, tout doit se faire de manière cachée. De manière cachée, mais se fait quand même. Et finalement, je me suis rendu compte que les Iraniennes et les Iraniens ne respectaient pas du tout ces lois absurdes et font très très bien toutes ces choses-là qui sont interdites, et notamment le rap. Et parfois, vous êtes surprise. À un moment, vous discutez avec la sœur de votre mère, et elle a choisi de rester en Iran. Et est-ce que vous avez été convaincue par son explication? Racontez-nous. J'ai beaucoup de tendresse pour elle. Donc, oui, non, j'ai pas été convaincue du tout. On a des positions différentes. C'est un positionnement qui est je ne suis pas d'accord, mais pas assez pour me battre. Et donc, c'est un semi-silence, quoi. Et bon, je ne suis pas là-bas, donc je ne peux pas juger les gens qui sont silencieux face à un régime pareil, mais je ne peux pas dire que je suis d'accord avec elle. Mais est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, Daria? C'est-à-dire qu'une grande partie des Iraniens, des Iraniennes, finalement, ne veulent pas prendre position? En fait, si on regarde simplement ce qui est en train de se passer en Iran et qu'on s'attend, peut-être assez naïvement d'ailleurs d'un point de vue occidental, à voir des cortèges massifs dans la rue, etc., bien évidemment... C'était un peu ça au début quand même. Non, ça n'a jamais été ça. Ça a toujours été des petits foyers dans la ville, mais ça n'a jamais été des cortèges massifs, à part dans certaines villes au Kurdistan, au Baloutchistan, qui sont des régions en périphérie où l'Iran est un pays extrêmement centralisé. Donc la gestion des forces de l'ordre dans les villes au centre et dans les villes aux périphéries sont très différentes. La seule ville où il y a eu réellement des cortèges toutes les semaines, c'est Zorhedan, où il y a encore toujours des manifestations au Baloutchistan. Mais les manifestations au début de cette révolution n'ont jamais ressemblé à celles de 2009, n'ont pas ressemblé à celles de 2019, parce que les gens avaient appris leur expérience et savaient très bien qu'un cortège massif, ça voulait dire la possibilité de se faire tirer dessus par des snipers, etc. Donc ça n'a jamais vraiment eu cette forme-là. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de gens dans la rue, c'est vrai que numériquement on a l'impression que les gens sont moins impliqués, mais en fait quand on regarde l'enchaînement des événements, les gens qui ont pris position aujourd'hui en Iran, ce sont les médecins, les avocats, les professions libérales, ce sont les camionneurs, ce sont il y a la grève. Pas assez la classe populaire. Si, bien évidemment, il y a la grève de l'industrie pétrochimique qui a eu lieu il y a le 21 avril dernier au Khouzestan. Il y a et encore une fois, comme je l'ai dit, les périphéries, en périphérie, dans des régions rurales extrêmement pauvres comme au Baloutchistan, il y a des manifestations chaque semaine. Alors juste très très brièvement, est-ce que vous gardez l'espoir, est-ce que vous espérez retourner dans un autre Iran? C'est à peine un espoir, c'est une certitude. Pareil oui, pour vous, Daria? On sait qu'on va retourner. On parle du silence, on parle de la possibilité de parler. Le mur de la peur est tombé en Iran. Il est tombé. C'est-à-dire, c'est fini aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'ils pourront jamais le construire assez haut pour faire taire les voix qui s'élèvent. Un avant et un après, donc la mort de Mahsa Amini. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de 64 minutes. Loin de l'Iran, près de nos sœurs. Un très très beau podcast d'Anaït Jalali et Juliette Pierron-Rowell. Je vous le conseille. En plus, c'est gratuit. Merci à vous.